Bienvenue dans Les Graines by Seedwork, le podcast sur l'innovation sociale au travail. Je m'appelle Assia Milan et depuis une vingtaine d'années, j'accompagne les organisations à favoriser un développement qui place l'humain au centre. Quoi de mieux de partager avec celles et ceux qui osent expérimenter dans leur propre entreprise. Tous les trimestres, je vous propose une mini-série sur un thème d'innovation sociale choisi parmi une longue liste. L'organisation du travail, le temps de travail, le management, la qualité de vie au travail ou encore les espaces de travail. Rendez-vous donc chaque mois pour découvrir un nouvel épisode de la mini-série sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple, Spotify, Deezer, et sur YouTube et sur mon blog Les Graines by Seedwork, accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr. Je vous propose de poursuivre avec une nouvelle série dédiée à la thématique de l'insertion au travail des personnes en situation de handicap. Les entreprises ont l'obligation d'employer des travailleurs en situation de handicap à hauteur de 6% de leur effectif. Pour autant, cela n'est pas toujours suivi d'effet. Comment les entreprises s'engagent-elles face à ces enjeux d'inclusion et de diversité ? Dans cette série, allez à la découverte de retours d'expérience pour vous apporter bonnes pratiques et points de vigilance pour vous engager de façon pérenne dans cette voie. Dans ce troisième épisode, j'ai le plaisir d'interviewer Guy Bierne, délégué régional de l'AGFIP Normandie et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il nous expliquera les principales missions et modalités d'action de l'AGFIP et nous partagera plus particulièrement des retours d'expérience d'actions menées au sein des entreprises accompagnées et dans lesquelles vous pourrez vous retrouver ou vous inspirer. Bonjour Guy Bierne, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement ainsi que les missions de l'AGFIP Normandie et Saint-Pierre-et-Miquelon ? Donc je suis Guy Bierne, délégué régional pour le territoire normand et l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Depuis 2020, où je suis revenu sur ce territoire. Pour l'AGFIP, la mission principale, c'est d'assurer le déploiement d'une offre de service qui permet d'assurer l'accès à l'emploi, le maintien dans l'emploi des personnes reconnues travailleurs handicapés ou en voie de le devenir pour certaines d'entre elles. Et l'AGFIP, pour cela, mobilise les contributions versées par les entreprises qui n'atteignent pas le seuil des 6% de travailleurs handicapés dans leurs effectifs dès lors qu'elles ont 20 salariés et plus. Oui, c'est une obligation donc aujourd'hui pour les entreprises d'avoir dans ces équipes 6%, c'est ça, de personnes. En effet, obligation légale qui remonte à 1987, la loi de juillet 87 qui impose cette obligation, avec pour les entreprises une offre de choix potentiel qui permet de recruter, de faire appel à de la sous-traitance et pour certaines d'entre elles de verser une contribution financière à l'AGFIP dans le cas où elle n'aurait pas atteint ces 6%. D'accord. Et vous, vos missions au niveau de l'AGFIP, vous agissez aussi bien auprès des entreprises que des personnes en situation C'est exact. Pour l'AGFIP, il y a donc deux catégories de bénéficiaires de ces interventions. En premier, nous avons, alors c'est pas une notion de premier de façon hiérarchique, mais c'est pour le propos. En premier, nous avons donc les entreprises de 20 salariés et plus du secteur privé, puisqu'il existe aussi un fonds dédié aux fonctions publiques. Les entreprises du secteur privé qui peuvent bénéficier, quelle que soit leur taille, de l'offre de services de l'AGFIP. Mais l'AGFIP a une attention évidemment particulière pour celles qui sont assujetties à cette obligation légale, soit un peu plus de 110 000 entreprises en France et près de 5 000 pour la Normandie. Ces entreprises donc bénéficient d'une offre de conseil, d'accompagnement par les équipes de l'AGFIP et puis d'appui au déploiement de leur plan d'action pour développer l'emploi des personnes handicapées au sein de leur collectif de travail. D'accord. Et ça, c'est la mission quotidienne de l'AGFIP sur le territoire. Alors sur ce volet-là, on va dérouler particulièrement ce volet-là dans la suite du podcast pour pouvoir éclairer aussi les entreprises qui n'auraient pas encore initié de démarche réellement structurée et pérenne d'intégration de personnes en situation de handicap dans leur structure. Néanmoins, vous avez un deuxième volet, vous avez indiqué... Un second volet, en effet, une seconde catégorie de bénéficiaires qui sont les personnes en situation de handicap elles-mêmes, dès lors qu'elles bénéficient d'un titre, d'un justificatif, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou à minima qu'elles peuvent attester du fait qu'elles ont déposé une demande de reconnaissance dans cet objectif-là. Et là, l'AGFIP va intervenir avec une offre de service qui peut être portée par des acteurs que nous finançons,
notamment sur le volet de la formation professionnelle, avec les ressources handicap formation, auxquelles peuvent s'adresser les personnes en situation de handicap qui ont des projets de formation professionnelle en alternance ou par la voie classique. On a une offre d'aide financière qui vont être notamment avec l'objectif de compenser le handicap des personnes en situation de handicap et qui viennent compléter les dispositifs et aides de droit commun en la matière. D'accord. Alors justement, est-ce que pour éclairer un peu le sujet de la prise en compte des situations de handicap dans les entreprises en France, alors des deux points de vue un petit peu, est-ce que vous avez quelques données clés ou quelques chiffres, par exemple quelques données peut-être nationales, mais surtout aussi des éclairages plus opérationnels au niveau régional? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est peut-être un peu au milieu du gué, on va dire. C'est-à-dire que un certain nombre d'entreprises ont déjà, avec accompagnement de la GFIP ou pas d'ailleurs, mis en œuvre ce qu'il fallait pour répondre à cette obligation légale. Et on a à peu près aujourd'hui 30% des entreprises qui ont atteint le seuil de 6%. Et donc qui sont dans la situation de ne plus verser la moindre contribution. Elles ont par contre à mettre en place une veille ressources humaines, puisqu'évidemment, avec les départs, les arrivées, les départs en retraite, les changements d'affectation, il peut y avoir malgré tout besoin d'être en vigilance sur ce sujet pour ne pas se retrouver à nouveau en situation de verser une contribution. Donc on a à peu près 30% d'entreprises qui sont ce qu'on peut qualifier de bons élèves. On a à peu près un tiers des entreprises qui font appel à des solutions ponctuelles, en opportunité, n'ont pas vraiment construit de plan d'action annuel, voire pluriannuel, sur le champ du handicap, selon les besoins de recrutement qui sont les leurs. Et ce sont souvent ces entreprises-là qu'il est nécessaire d'accompagner de façon à construire de façon durable cet engagement sur l'emploi des travailleurs handicapés. Et ça fait partie de la cible des équipes de la GFIP notamment, pour pouvoir leur permettre d'avoir une politique inscrite dans la durée sur ce sujet. On va apporter conseil pour leur donner un éclairage sur les différentes solutions existantes. On va les accompagner dans la durée et les mettre en relation avec toutes les catégories de sourcing possibles, leur permettant de recruter d'une manière ou d'une autre, soit par l'alternance, en prenant des stagiaires, en se tournant vers l'intérim aussi, qui peut être contributrice au regard de leurs besoins. On va être aussi amené à leur donner à voir sur les possibilités d'appel à la sous-traitance auprès du milieu adapté et protégé, qui peut être une solution aussi par rapport à cette obligation légale. Et donc la GFIP va, à partir de là, un plan d'action est mis en place, va pouvoir apporter une aide financière sur certaines situations de type aménagement de situation de travail, de type évaluation avec études ergonomiques s'il y a besoin d'aménager un ou plusieurs postes de travail. On peut être sur le recrutement, on peut être aussi sur le maintien dans l'emploi de salariés en situation de santé qui les fragilisent sur leur poste de travail, qui peuvent les amener à perdre leur emploi si on ne fait rien. Oui, finalement, c'est pas toujours une logique d'intégration-recrutement, mais peut-être une logique aussi de reconnaissance, comment accompagner aussi à la reconnaissance ou le maintien dans l'emploi de personnes déjà dans l'entreprise en situation. En effet, c'est tout l'intérêt de l'approche que peut mettre à disposition de l'entreprise la GFIP. C'est-à-dire qu'on va avoir un regard 360 sur toutes les situations possibles, de salariés déjà présents, de solutions pour anticiper, par exemple, des départs en retraite. Ça peut être aussi sur un sujet RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc les clés d'entrée sont extrêmement variées et le sujet du handicap peut être abordé avec différents types de solutions pour, chemin faisant, amener l'entreprise à atteindre ce fameux seuil. Les 6%. Alors, du coup, vous disiez, il y a un tiers déjà qui a atteint ce seuil des 6%. Par contre, il y a un point de vigilance à garder pour maintenir ce niveau aussi. C'est pas parce qu'on l'a atteint que ça y est, c'est chose faite. Finalement, c'est une attention pérenne à maintenir sur les ressources humaines. Un deuxième tiers qui les a pas atteints, mais qui a déjà initié au moins des actions. Et le dernier tiers, du coup, de qui s'agit-il ? Alors, le dernier tiers, c'est un peu le noyau dur, on va dire, de celles qui, sur le sujet, ne se sont pas encore véritablement penchées sur la question, peuvent être amenées à verser des contributions relativement conséquentes au moment de la déclaration sociale nominative auprès de l'URSSAF. Et elles sont particulièrement ciblées, bien évidemment. Alors, certaines d'entre elles
ont aussi une autre obligation, c'est-à-dire de par leur taille, elles ont l'obligation d'avoir un référent handicap. Ça peut être une clé d'entrée intéressante dès lors qu'elles ont 250 salariés et plus. Et elles sont particulièrement ciblées, bien sûr, dans l'approche de la GFIP, dans la prospection de la GFIP, de façon à se saisir de cette obligation particulière pour pouvoir engager le dialogue, la négociation et proposer l'offre de service dans sa totalité. Et vous aviez évoqué effectivement un ou deux chiffres assez frappants lors de nos échanges de préparation, que 80% des handicaps n'étaient pas visibles. Aujourd'hui, qu'il y avait beaucoup d'idées reçues peut-être encore sur la question du handicap au travail. C'est souvent en effet le fond du sujet, au-delà de l'aspect obligation légale, contribution financière, c'est évidemment toutes les idées reçues, les a priori sur le handicap, et sur les handicaps devrais-je dire, puisque en effet 80% des personnes ont un handicap qui ne se voit pas. Certaines d'entre elles d'ailleurs n'ont pas besoin de l'évoquer, elles sont dans un environnement de travail qui ne nécessite pas la prise en compte de cette situation de santé et peuvent parfaitement avoir un parcours professionnel qui ne nécessitera à aucun moment qu'il y ait une intervention quelconque. Pour autant, bénéficier du statut de travailleur avec une reconnaissance. Oui, alors c'est souvent une question que posent d'ailleurs les entreprises, c'est-à-dire qu'elles identifient qu'il y a sans doute des collaborateurs qui ont une reconnaissance mais qui ne le déclarent pas. Et elles nous posent souvent la question, comment peut-on faire pour que les bénéficiaires, les personnes déclarent ce statut de travailleur handicapé. Alors, le fait c'est que l'obligation légale faite aux entreprises ne renvoie pas à une obligation légale auprès des personnes. Elles n'ont pas l'obligation de déclarer et de mentionner auprès de leur employeur. Le fait c'est que ce qu'on constate avec l'expérience, c'est que bien souvent, à partir du moment où l'entreprise donne à voir sur l'intérêt qu'elle porte à ce sujet, sur les actions qu'elle mène en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap, ça crée forcément un climat de confiance qui va conduire petit à petit certaines personnes qui n'avaient pas fait cette démarche à porter à la connaissance de l'employeur le fait qu'elles sont reconnues. Parce que ça les sécurise, ça leur donne à voir sur le fait qu'à partir du moment où ils auront d'éventuels besoins, ce sera pris en compte par l'entreprise et que se sentant sécurisés, il n'y a plus de raison de ne pas l'évoquer. Alors c'est pas une déclaration sur la place publique, c'est quelque chose qui se passe généralement entre l'employeur, son service RH et la personne. Mais ça permet, à partir du moment où on donne à voir sur la politique qui est mise en place dans l'entreprise, le développement de l'emploi des travailleurs handicapés, la prise en compte des collègues qui peuvent être en situation difficile sur le sujet, eh bien, cette situation de personnes qui ne déclareraient pas va s'amenuiser, se réduire de façon importante. Oui, finalement, ce qui est rassurant pour un ou une salariée potentiellement concernée, c'est de se dire finalement l'entreprise est réellement engagée dans une démarche pérenne pour une vraie prise en compte de ce sujet et non pas uniquement collée aux obligations réglementaires. Exactement. Ou de risquer d'avoir un impact. Parce qu'effectivement, dans mes interventions, des fois, je peux être en lien avec des DRH qui parfois n'ont pas forcément structuré une politique pérenne sur ce sujet et ont des démarches plutôt individuelles. Et avec cet aspect de se dire finalement ce ou cette salariée ne souhaite pas aller vers cette reconnaissance parce qu'il y a une crainte pour son emploi ou de ce que pourrait en faire l'employeur ensuite. Donc ça, c'est une vraie question de partir vraiment de la démarche globale et réelle, d'un engagement réel de l'entreprise en fait. Oui. Et puis c'est un sujet qui doit vraiment être porté à tous les niveaux. C'est-à-dire au sein de l'entreprise, je cite depuis tout à l'heure l'employeur, le salarié, le chef d'entreprise, le collaborateur, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres acteurs qui ont une place et un rôle éminemment important sur cette thématique. Les partenaires sociaux notamment, le médecin de santé au travail, évidemment, ou l'infirmière, selon la configuration de l'entreprise, parfois l'assistante sociale quand il y en a une. Et donc tous ces acteurs ont leur rôle et leur part à jouer sur le déploiement de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise. Et c'est avec l'ensemble de ces acteurs que la GFIP travaille et coordonne un peu les rôles des uns et des autres, la participation, la contribution des uns et des autres, pour que ce climat de confiance, cette politique d'emploi de travailleurs handicapés soit concrète, donne des résultats
et permettre d'avancer dans la bonne direction. Et qu'après, ça ait une incidence sur cette fameuse contribution, c'est finalement la conséquence d'un plan d'action qui a été mis en place et pas forcément la cible première qu'il faut viser. Exactement. Et c'est souvent la première information qu'on donne aux entreprises. Où, oui, on va faire en sorte que la contribution diminue, mais ça sera le résultat final. Et finalement, c'est le résultat d'une politique. Et d'ailleurs, on avait dans le premier épisode le témoignage de l'entreprise Five Guys qui a initié tout un plan d'action. Et pour autant, ils indiquaient, ils n'ont pas encore atteint les 6%, mais ils sont vraiment, ils progressent et ils se posent les questions aussi d'actualisation, de trouver des nouvelles actions, de pérenniser celles existantes avec la mobilisation de l'ensemble des acteurs. Donc, on voit que c'est un chemin, en fait, à écrire et que c'est pas un objectif en soi de se dire qu'est-ce que je peux initier comme action de court terme pour atteindre mes 6%. Non, parce que ça marche rarement et on voit revenir les entreprises quelques temps après avec la même problématique. Vous parliez d'action et puis avec des exemples un petit peu concrets d'intégration. Vous mentionnez un peu de la notion de progressivité. Par quoi devrait démarrer une entreprise qui n'a pas du tout mis en place de démarche encore structurée sur cette thématique-là? Quelle devrait être la première phase indispensable à mettre en place? Étant responsable régional pour la GFIP Normandie, j'ai envie de dire, la première chose à faire, c'est d'appeler la GFIP, déjà. Voir un petit peu. On peut aussi inviter l'entreprise à faire un autodiagnostic qui est en ligne sur le portail de la GFIP. Ça peut déjà donner quelques indications sur la façon d'appréhender le sujet. On peut aussi, quand on a une entreprise qui s'interroge sur le sujet, saisir quelques opportunités comme au cœur de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, fin novembre, mettre en place un duodé, c'est-à-dire accueillir pendant une journée sur un ou plusieurs postes et mobiliser un ou plusieurs collaborateurs pour accueillir une ou plusieurs personnes en situation de handicap. Ça peut être un moyen, là aussi, d'appréhender le sujet, de tester un peu le degré de réception que va avoir le collectif de travail. Casser certaines idées reçues, peut-être? Casser certaines idées reçues, en effet. Et ça se fait en partenariat avec des associations ou des partenaires? Oui, on peut se rapprocher d'un certain nombre d'acteurs, de partenaires à la faveur de cette semaine en particulier, même si ça peut être réalisé tout au long de l'année. Il n'y a pas d'obligation à le faire uniquement ce jour-là, mais c'est un peu ce jour-là que les projecteurs, les médias sont attentifs au sujet. On peut aussi, si on est dans un secteur d'activité ou dans une entreprise qui pratique l'alternance, le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation, ça peut être un bon moyen, prendre des stagiaires, des étudiants, se rapprocher d'une association comme Handisup qui accompagne des étudiants à l'université, dans les grandes écoles, qui sont en situation de handicap. Oui, donc du coup, des structures spécialisées qui peuvent aider, orienter pour déjà avoir un premier pas de recrutement sur des profils type stagiaire ou alternant. C'est ça. Tout à fait. Donc avec de manière progressive la possibilité de commencer à sensibiliser le collectif de travail sur les sujets de handicap, voir un petit peu quelles vont être les pistes qui vont être à explorer en particulier, et donc faire progresser petit à petit ce sujet dans la communication interne, dans la politique RH de l'entreprise, etc. Et la notion de sensibilisation peut prendre quelle forme? Alors ça peut être relativement simple. Il existe aujourd'hui un certain nombre d'outils en ligne sous format webinaire de 30-40 minutes qui permettent d'appréhender des sujets extrêmement grand angle, j'ai envie de dire. L'obligation légale, c'est quoi? Quelles sont les possibilités offertes par la GFIP, les différentes typologies du handicap, et puis petit à petit, on va commencer à se centrer sur des solutions plus techniques, plus opérationnelles, à travers des outils qui peuvent être l'intervention de la GFIP auprès de l'ensemble de l'encadrement de l'entreprise, par exemple, pour traiter de ces sujets. Ça peut être aussi à l'initiative de l'entreprise, d'organiser au cours de l'année un ou plusieurs événements autour du sujet handicap. Ça peut s'inscrire dans sa politique RSE, avoir un volet sur le S de RSE, avoir un volet lié à l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, j'ai envie de dire, les solutions, les outils... Alors, en parlant des outils, une boîte à outils que met en place la GFIP régulièrement, donc chaque mois, une Active Box,
qui permet de traiter un sujet avec différents outils qui peuvent être des serious games, comme on dit aujourd'hui. Oui, donc par le jeu, finalement. Ça peut être par le jeu, ça peut être par l'intervention de professionnels experts, ça peut être du e-learning. Enfin voilà, les outils, les solutions existent aujourd'hui. Existent et permettent à chacun de progresser, d'avancer, de se constituer un socle un peu sérieux sur le sujet. Et vous parliez de différentes parties prenantes, finalement, entre les représentants du personnel, le médecin du travail, l'encadrement. Donc, finalement, comment structurer cette démarche sur cette première phase de sensibilisation pour que tout le monde, finalement, parle le même langage, déconstruise ses idées reçues. J'imagine qu'il y a un enjeu de structuration, peut-être de démarche aussi. En effet, la plupart du temps, quand on est face à une entreprise qui est constituée et suffisamment équipée de ce type de professionnels en interne ou d'interlocuteurs en interne, l'idée c'est de réunir tout le monde dans un premier temps et d'ouvrir le champ des possibles. Voilà ce que l'on peut faire, voilà ce que l'on peut envisager, et en tenant compte bien évidemment de la configuration de l'entreprise, de son secteur d'activité, de son implantation géographique, de sa situation économique et sociale. C'est important aussi d'avoir à partager sur tous ces éléments-là pour garantir au maximum le succès d'une telle démarche. Même si on peut imaginer que ce type de projet puisse être coordonné ou piloté par des directions des ressources humaines, il est important que ce ne soit pas que le projet de la DRH, mais bien appréhendé par toutes et tous, y compris l'encadrement. Très souvent, c'est ce vers quoi on se dirige. Et chaque acteur va très vite trouver sa place, prendre à bras le corps la contribution qui peut être la sienne. Il n'y a pas de... L'idée, c'est en effet de n'écarter personne qui peut contribuer positivement et activement à ce type de démarche. Et sur les autres leviers, vous parliez aussi de sous-traitance. Avant d'être sur le recrutement, peut-être aussi directement de CDI, si les personnes ne se sentent pas forcément prêtes à accueillir sur un CDI, il y a plusieurs phases peut-être, mais vous parliez d'intérimaire, de sous-traitance, au-delà de stagiaires alternants. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres solutions aussi en amont qui peuvent aider à préparer ou en parallèle, finalement, complémentaire à du recrutement aussi? Alors, ça peut être tout à fait complémentaire, vous avez raison. La structuration d'une démarche qui vise à développer l'emploi des travailleurs handicapés peut reposer sur un panel de solutions. Et pas se centrer que sur une, quoi, finalement. En effet. Et ça peut être variable aussi dans le temps. À certains moments, faire plus appel à tel ou tel type de solution que tel autre. Et il faut pouvoir ajuster au cours du temps les solutions par rapport aux besoins de l'entreprise. C'est-à-dire, et revenir régulièrement, réinterroger ses besoins, parce qu'ils évoluent aussi. Du coup, c'est un système qui vit, je pense au premier tiers, c'est se dire finalement si l'activité de l'entreprise évolue, ça peut amener à avoir un impact aussi sur la politique handicap de l'entreprise, ou comment intégrer dans tous les nouveaux projets cette question-là. Une entreprise, c'est évidemment un organisme vivant qui connaît des phases de développement fort, à d'autres moments des phases de repli sur son cœur de métier. Enfin, il peut y avoir des fusions-acquisitions, des rachats, des transmissions, des reprises par d'autres acteurs. Donc tout ça a évidemment un impact, y compris sur le sujet de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et donc assurer l'entreprise que, quelles que soient les étapes qu'elle rencontre, qu'elle traverse, la GFIP peut continuer à être à ses côtés, c'est évidemment important pour nous. Oui, finalement, vous pouvez avoir peut-être une forme d'action auprès du premier tiers aussi, non? S'il y a des changements, elles peuvent vous solliciter, même si elles sont déjà dans les 6% ou pas? Même une entreprise qui a atteint les 6% peut faire appel, en effet, au service de la GFIP. Il n'y a pas de limite en cela. Après, on sait que ça va être sur des besoins plus ponctuels, plus ciblés par rapport à des situations particulières. Mais il n'y a pas une cessation, un arrêt de l'intervention et de la disponibilité de la GFIP pour ces entreprises, bien évidemment. Et j'imagine que c'est important pour vous de garder ce lien, parce qu'il doit y avoir une notion d'éclairage vis-à-vis des autres. Peut-être se dire, voilà, des exemples de ce qui a été fait, d'avoir, vous, le lien toujours aussi pour éclairer. C'est aussi le cas pour certaines entreprises qui, justement, parce qu'elles ont internalisé, elles se sont autonomisées, si je puis le dire, sur ce sujet, qui peuvent envisager de franchir le pas, par exemple, de l'accord agréé. C'est-à-dire que c'est quoi l'accord agréé, justement? Alors, c'est de passer donc à une internalisation légale
du sujet en passant un accord avec les partenaires sociaux et en faisant en sorte que cet accord soit agréé par les services de l'État. Alors, depuis quelques années, donc une réforme est passée par là sur les accords agréés, parce qu'on ne peut pas les renouveler ad vitam aeternam, j'ai envie de dire. Mais ça peut être l'occasion pour l'entreprise, voilà, de se dynamiser sur le sujet et donc de mener de façon pleine et entière, en toute responsabilité, sa politique emploi de personnes handicapées dans le cadre du dialogue social de l'entreprise. Alors il faut évidemment qu'on soit dans une situation où le dialogue social est suffisamment mature, que la situation économique de l'entreprise le permette, parce que voilà, il ne faut pas que ça soit parasité par d'autres considérations. Mais ça peut être aussi une solution envisagée par certaines entreprises. Et ça signifie que finalement, au lieu de passer dans le suivi par vous, ils travaillent avec les partenaires sociaux en autonomie sur cette question-là, et c'est validé par l'État, voilà, que cette structure-là, pilote cette action-là de façon autonome. En effet. Et avec une conséquence pour celles qui n'auraient pas atteint le 6% de travailleurs handicapés, c'est que l'accord agréé est exonératoire de l'éventuelle contribution à verser à la GFIP. D'accord. Donc ça signifie qu'il y a un dialogue social solide, que le sujet est réellement porté. En effet. Parce que au terme des trois renouvellements, des 3 accords consécutifs, cette possibilité s'arrête. Et évidemment, les services de l'État regardent où est-ce que vous en êtes en tant qu'entreprise par rapport à cette obligation. Vous vous êtes approprié le sujet, vous l'avez piloté en interne dans le cadre du dialogue social, et au bout de ce laps de temps, on regarde où est-ce que l'entreprise en est de cette obligation. D'accord. Et on est notamment pour la GFIP, avec le déploiement récent d'une offre dite grand compte, qui est portée nationalement, à destination de ces entreprises qui ont, dans le passé, signé un accord agréé, qui l'ont renouvelé et qui en sortent aujourd'hui du fait de cette réforme, et avec lesquelles on a un dialogue privilégié pour ne surtout pas que s'arrête ce qu'elles avaient pu mettre en œuvre dans le cadre de l'internalisation de cette question. Et finalement, poursuivre une dynamique de collaboration interne dans le cadre du dialogue social. Tout à l'heure, vous évoquiez la notion en disant des handicaps et pas un handicap, parce que les types de handicaps sont multiples. Est-ce que justement vous pourriez préciser les accompagnements possibles pour tout ce qui relève des troubles psychiques, notamment sur les accompagnants qui peuvent... il y a peut-être des aides qui existent et qui ne sont pas toujours connues, et avec aussi peut-être des formes de handicap avec beaucoup d'idées reçues et qui font qu'il y a encore beaucoup de freins aujourd'hui. Alors, pour ce qui est de cette typologie de handicap particulier, on a déployé donc une offre dite d'appui spécifique qui va permettre notamment d'identifier ce que peuvent être les besoins en matière d'accompagnement, d'intégration pour une prise de poste ou pour un maintien dans l'emploi, parce que ça peut concerner évidemment une difficulté de santé qui est antérieure à l'entrée dans l'entreprise, comme ça peut être pour un salarié déjà présent dans le collectif de travail. Un appui spécifique qui peut être mobilisé donc de façon à identifier ce que peut être les moyens de compensation, d'accompagnement pour la personne qui serait confrontée à ce type de handicap. Vous appelez moyens de compensation, donc d'accompagnement. On fait appel à une structure associative experte sur le sujet qui peut aider à mettre en place les solutions adaptées. Il existe aussi un dispositif légal, cette fois-ci, de droit commun, qui n'est pas spécifique à la GFIP, qui s'appelle l'emploi accompagné. Donc là, on va avoir des personnes qui rencontrent ce type de handicap, qui sur le handicap psychique notamment, ou les troubles du neurodéveloppement, et qui vont bénéficier d'un accompagnement dans la durée, là aussi par un organisme spécialisé qui vient soutenir l'employeur qui a fait le choix de recruter une personne qui présente ce type de handicap, et qui va être à la croisée des chemins entre l'employeur, la personne, le collectif de travail, de façon à lever les difficultés qui sont rencontrées dans l'exercice de l'activité professionnelle. Parce que finalement, c'est aussi l'ensemble des équipes à accompagner pour mieux comprendre les potentiels enjeux ou adaptations, y compris dans le collectif de travail. Tout à fait. Sur oui. ces formes. Alors ça peut être quoi concrètement comme type de trouble, pour ce type d'accompagnement? L'ensemble, la famille des handicaps psychiques sont concernés. Alors, on est bien évidemment sur des handicaps psychiques qui sont stabilisés, avec des personnes dont le traitement produit des effets positifs et permettent d'envisager la reprise d'une activité professionnelle dans des conditions tout à fait acceptables.
On a la possibilité aussi de se tourner vers des personnes qui présentent des troubles dits du neurodéveloppement. On parle beaucoup d'autisme, de troubles 10, notamment. Et là aussi, avec des possibilités d'intervention dans le cadre du collectif de travail pour préparer les équipes à accueillir ce type de public, et de façon à faire tomber les idées reçues, s'adapter à des caractéristiques qui sont celles de ces publics, notamment en termes de relations sociales, qui sont un peu différentes, mais qui, sur le plan de la performance professionnelle, sont parfois bien supérieures à ce qu'on peut rencontrer pour l'ensemble de la population. Alors, et justement, est-ce que vous avez, aujourd'hui, par rapport aux échanges que vous avez avec les entreprises, un retour un petit peu pour celles qui ont mis en place une politique pérenne justement des impacts de cette intégration ou de ce maintien dans l'emploi, en tout cas de cette inclusion et diversité dans les entreprises? Quel effet ça a pour l'entreprise et pour l'ensemble des collaborateurs? Alors, pour l'ensemble, je vais pas pouvoir synthétiser tous les témoignages dont on peut être destinataire, ce serait un peu difficile. Le fait c'est que régulièrement, nous interrogeons, nous nous rapprochons des entreprises accompagnées, notamment de celles qui ont fait le choix, qui ont sauté le pas du recrutement ou de l'intégration d'une personne présentant ce type de trouble. Ce que l'on constate, c'est que très souvent, lorsque c'est suffisamment préparé en amont, avec l'ensemble du collectif de l'entreprise, et que les solutions de compensation sont mises en œuvre, les résultats sont très probants. Et les entreprises en témoignent régulièrement. Il suffit de se rendre sur la chaîne YouTube de la GFIP, pour pouvoir venir picorer les quelques témoignages vidéo de ces entreprises qui ont fait ce choix et qui se sont engagées dans cette voie. Et des résultats probants, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles renvoient ces entreprises-là au bout du compte? Sur l'impact sur le climat social, sur les ambiances de travail, alors, je ne vais pas faire non plus un portrait tout rose de toutes les situations. Il y a aussi des situations où on a des collectifs de travail, mais souvent parce que la préparation a été un peu zappée, on va dire. Mais cette phase-là, amont, elle est vraiment essentielle à la réussite. Et on peut avoir des réactions un peu négatives. Pourquoi est-ce que cette personne qui a été recrutée récemment bénéficie d'un aménagement de son poste de travail qui facilite sa tâche, alors que moi, qui n'ai pas de reconnaissance travail handicapé, je peux être confronté à des difficultés. Mais ceci étant, à court terme, ça peut provoquer ce type de réaction. Ce que l'on sait, c'est que dans un accompagnement long terme, ce qui bénéficie à des salariés, à des collaborateurs en situation de handicap, bien souvent rejaillit aussi sur les équipements mis à disposition des autres acteurs de l'entreprise, des autres collaborateurs. C'est intéressant, finalement, ça amène à dire que le fait de porter attention au départ, peut-être à un type de situation en particulier, ça amène à réfléchir plus globalement la question des conditions de réalisation du travail, améliorer le travail pour toutes et tous, finalement. Et ça renvoie à tout ce qui doit être développé en matière de prévention des risques, anticipation des dégradations physiques, fonctionnelles pour beaucoup de collaborateurs. Donc ça a aussi cette vertu-là. Oui, prévenir les risques de désinsertion professionnelle et prévenir l'usure au travail aussi. Oui. D'accord. Donc des retours aussi assez positifs pour ceux qui se sont vraiment intégrés dans une démarche pérenne. Et on en a plusieurs dizaines par an avec lesquels on sait qu'on va pouvoir donner à voir sur les solutions imaginées, parfois des solutions que nous-mêmes on n'a pas imaginées. Oui, c'est ça. C'est finalement chacun invente, innove. Exactement. D'accord. Et justement, qu'est-ce que vous pourriez partager ou qu'est-ce que vous souhaiteriez partager comme idée, la clé avec une entreprise qui ne s'est pas encore justement lancée dans ce type de démarche pour un peu la pousser, enfin pas la pousser, mais en tout cas souvent donner envie. Souvent, ce qu'on propose aux entreprises, c'est regardez ce qui se passe autour de vous dans des entreprises soit de même secteur d'activité, et donc on va investir, entre guillemets, ce qui peut être organisé par certaines organisations professionnelles, certaines branches professionnelles qui réunissent leurs adhérents et auxquels on va communiquer la possibilité d'échanger sur
des bonnes pratiques, sur des résultats intéressants en matière de compensation du handicap, d'intégration dans un collectif de travail. Donc ça peut être une première démarche, c'est de regarder ce qui se fait autour de soi et de partager avec des pairs, avec des entreprises comparables en taille, en activité, en type de poste, en secteur géographique, etc. Et ça, c'est ce qu'on pratique beaucoup dans le cadre des partenariats que l'on a noués avec ces organisations patronales ou syndicales d'ailleurs. D'accord. Oui, finalement, c'est un autre niveau d'action sur le partage, l'échange de pratiques sur un Exactement. territoire, dans une branche donnée ou un secteur en particulier. Voilà. Et souvent, voilà, ça donne à voir sur le champ des possibles, ce qui peut s'ouvrir, s'envisager. À tel point, c'est que je pense notamment à un cas particulier dans le secteur des transports de marchandises, mais aussi transport des personnes. Il y a quelques années, il était inconcevable d'envisager de mettre derrière le volant d'un 35 tonnes, d'un poids lourd, une personne qui soit paraplégique. C'est-à-dire qu'il ne puisse plus utiliser ses membres inférieurs. La réglementation, d'ailleurs, ne le permettait pas. Et c'est à force de démonstrations que la GFIP a mené avec les acteurs du secteur que l'on a pu envisager de faire évoluer la réglementation et qu'aujourd'hui, alors soit des personnes qui étaient déjà chauffeurs derrière ces camions ou qui envisageaient d'être formés pour pouvoir conduire et être transporteurs routiers, eh bien cette voie est possible, même et y compris quand on est privé de l'usage de ses membres inférieurs. Les équipements qui sont possibles maintenant sur le poste de conduite le permettent, et y compris la possibilité de voir la personne avec son fauteuil, avec un système d'ascenseur extérieur au camion, monter dans le camion et pouvoir exercer son activité avec des automatisations de couverture de bâche sur la remorque qui sont automatisées. Enfin voilà, il y a des solutions aujourd'hui qui sont tout à fait envisageables avec un accompagnement financier parce qu'évidemment ça a un coût. Oui, ça représente des investissements, c'est un investissement, les aides existent. Mais quand on est dans une entreprise où on peine à trouver des chauffeurs, ne pas se fermer à l'hypothèse, à la possibilité de recruter, même y compris une personne qui présente un handicap. Et plus récemment encore, qui aurait pensé pouvoir mettre une personne déficiente auditive au volant d'un car de ramassage scolaire ? Eh bien, c'est aujourd'hui possible. Les aménagements du poste de conduite le permettent et la réglementation a, elle aussi, évolué. Et ça permet des personnes qui présentent certaines typologies de handicap de se destiner à exercer des activités professionnelles auxquelles on ne pensait pas il y a encore 5 ou 10 ans. Oui, donc finalement, la recherche, les adaptations, les équipements évoluent et il est important de se tenir vraiment informé dans son secteur de toutes les possibilités, y compris techniques, pour ouvrir cette possibilité d'intégration. C'est ça. J'ai l'habitude de dire que tout poste de travail, quel qu'il soit, quel que soit le niveau de responsabilité et de compétences techniques, peut être occupé par une personne en situation de handicap, à condition qu'elle dispose des compétences requises et que son handicap soit compatible avec l'exercice. Et si ce n'est pas compatible directement, d'envisager les moyens de compensation qui permettent à cette personne d'exercer, comme tout un chacun, son activité professionnelle sur le poste souhaité, visé. D'accord. Et je pense à une idée aussi complémentaire, parce qu'on l'a évoqué, mais pas développé forcément, sur la notion de référent handicap, avec quels sont rapidement peut-être leurs rôles. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des référents qui trouvent bien leur place, ont-ils besoin d'être accompagnés? Qu'est-ce que vous proposez aussi pour aider? J'imagine que c'est une pièce importante de tous ces dispositifs. Là. Alors c'est en effet un interlocuteur qui a toute sa place et toute son importance dans les entreprises. Alors c'est une obligation légale pour celles qui ont 250 salariés et plus. Ça permet de mettre en place une personne ressource pour les salariés de l'entreprise. C'est quelqu'un qui va pouvoir aussi alimenter, venir apporter une contribution à la construction de ce qu'on évoquait tout à l'heure en matière de développement de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise. Ce sont des personnes dont, alors, de façon très contrastée d'une entreprise à l'autre, qui peuvent exercer des métiers en parallèle très différents. C'est-à-dire, on n'est pas forcément référent handicap à temps plein.
C'est rarement le cas d'ailleurs. C'est des parties de temps en fait, donc, dédiées pour la mission. Voilà, ça va être un temps dédié pour la mission. On a souvent des personnes qui sont au sein des équipes RH, mais pas exclusivement. Tout dépend un peu de la configuration de l'entreprise, et l'entreprise est assez libre sur le sujet. Ce qui est important, c'est que ce soit des personnes qui soient suffisamment professionnalisées, qu'elles aient un socle de connaissances, d'informations, de contacts sur certaines typologies de questions, pour qu'elles soient en mesure de mettre en relation, de créer le lien par rapport aux besoins exprimés par le collaborateur ou la collaboratrice de l'entreprise qui est confronté à tel ou tel type de difficulté. Il y a des formations spécifiques aux référents handicap qui peuvent exister. Non seulement formations qui sont accessibles en ligne, bien sûr, on peut s'auto-former avec certains modules, et puis il y a, maintenant je peux dire sur la quasi-totalité des régions, mais je vais parler du réseau des référents handicap de Normandie et de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est animé par la GFIP, et qui permet donc à travers 3 ou 4 rendez-vous par an d'apporter des compléments d'information, de sensibilisation à certains sujets, de répondre aux attentes de ces référents. Peut-être d'échanger entre eux aussi. Et d'échanger entre eux. Ce qui peut être assez riche. Et puis, une fois par an, il y a un événement national qui est organisé et piloté par la GFIP qui s'appelle l'Université des réseaux de référents handicap. Et ce sera cette année, fin mars, à Marseille, que ça se passera. C'était l'année dernière, en 2024, en mars 2024, au Havre, en Normandie. D'accord. Donc l'idée de cette journée, c'est réunir les référents handicap qui souhaitent participer. Alors, avec des actions qui sont menées en présentiel, à distance, des ateliers, des conférences qui permettent de compléter et de s'assurer d'une harmonisation du socle de compétences et de connaissances des référents handicap au niveau national cette fois-ci. D'accord. Donc on voit que les leviers d'action sont nombreux, les outils existent et finalement il faut se mettre un petit peu en ordre de marche pour faire le premier pas, structurer les choses et commencer à agir avec déjà tout ce qui existe et votre action. Et il y a pas mal de structures aussi qui ne sont pas forcément statut privé, mais dans la fonction publique, qui sont confrontées aux mêmes problématiques. Vous n'intervenez pas dans la partie fonction publique, mais il existe un organisme homologue, c'est ça ? On a depuis la loi de 2005 la possibilité pour toutes les établissements des 3 fonctions publiques, fonction publique d'État, les collectivités territoriales et puis la fonction publique hospitalière, de se tourner vers le FIP, FIPHFP, qui, de façon assez similaire, avec des moyens qui leur sont propres, accompagne aussi les employeurs publics sur le développement, le déploiement de l'emploi des personnes en situation de handicap, en effet. Et il y a un interlocuteur FIPHFP dans chaque région aussi. Merci beaucoup pour ce temps de partage, ces retours d'expérience. Et voilà, donc il y a plein de choses à faire et pas mal d'outils à mobiliser et acteurs à solliciter. À votre disposition, merci. Merci. Un grand merci à Guy Bierne pour l'ensemble des informations partagées. Il faut retenir qu'un nombre important de partenaires, dispositifs et outils existent pour accompagner les entreprises souhaitant structurer une solide politique d'inclusion des travailleurs en situation de handicap au travail. Ce qui compte, c'est de se lancer en se faisant accompagner dès le démarrage et d'y aller progressivement, en prenant le temps de mener une véritable politique partagée par toutes les parties prenantes. Et non pas de chercher juste à remplir son obligation de 6%. Et je vous dis rendez-vous en 2025 pour de nouvelles séries thématiques. En attendant, n'hésitez pas à vous aussi vous ouvrir à l'expérience des autres pour apprendre et vous inspirer. Écoutez le podcast sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple, Spotify, Deezer et sur YouTube, et sur mon blog Les Graines by Seedwork, accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr. Vous pouvez également m'écrire à asia.milan@seedwork.fr pour me proposer des thèmes de séries ou réagir sur la page LinkedIn Seedwork, Conseil et Innovation. Je suis toute oui et impatiente.